Bonjour à tous. Alors, le webinaire va commencer d'ici quelques minutes. En attendant, pour ceux qui sont là, vous pouvez nous dire dans quel secteur vous travaillez. Ça permettra d'orienter peut-être un petit peu la présentation. Un petit peu de monde. Donc, secteur industriel, agence de voyage. Donc, c'est un webinaire sur la prospection B2B. Donc, c'est vers les entreprises. Donc, je vois que les secteurs sont assez bien adaptés. Numérique, agence de voyage, hôtellerie, centre d'affaires. Oui, donc on est bien dans le B2B. Ouais, est-ce que vous avez mis en place déjà une solution de prospection par email ou est-ce que c'est tout nouveau ou est-ce que vous prévoyez de le faire? Consultant marketing indépendant, coaching accompagnement, coaching en entreprise, j'imagine, service au restaurant, parfait. Donc on a tout un panel de secteurs qui sont bien vastes, déjà effectués, mais peu de retours. Oui, donc justement, on devrait pouvoir vous donner des idées dans ce webinaire. Ok, très bien. Donc ce que je vais faire, je vais commencer puisque c'est l'heure. Voilà. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. C'est un webinaire sur la prospection emailing B2B, ça veut dire vers les entreprises quand on cherche des prospects ou des clients entreprises. Le titre du webinaire, c'est 5 clés pour trouver plus de clients. Alors, je vais l'animer, mais Géraldine sera présente dans la salle. Bonjour. Si- Voilà, si vous avez des questions sur le chat, je suis là pour y répondre. Si vous avez des besoins aussi de compléter vos bases de données pour des opérations de prospection, vous pouvez me contacter sur le chat ou m'envoyer un mail. Vous aurez tout ça à la fin de la présentation. Je vous laisse avec Loïc et je vous remercie. Merci Géraldine. Donc, je vais partager le document. Voilà. Donc, moi, je travaille pour la société Deware. Nous proposons une plateforme emailing, donc orientée plutôt prospection B2B. Ça veut dire qu'on a mis en place des choses pour améliorer la délivrabilité et convertir plus de prospects, recevoir plus de leads. Et on propose également la partie fichier. Ça veut dire qu'on fournit des listes de prospection d'entreprises en France qu'on peut cibler par critères et voilà, par activité, par taille salariale. Il y a toute une gamme de critères. J'en parlerai à la fin du webinaire parce que c'est le dernier point qu'on va soulever. Donc, ce webinaire sur l'emailing de prospection B2B, il y a 5 points. Et on va d'abord parler de l'objet, ce qui permet de susciter l'intérêt pour que les gens ouvrent le message. On va parler ensuite du pré-header. Donc ça, je vous dirai exactement ce que c'est. C'est aussi une petite astuce pour augmenter l'ouverture. Ensuite, on parlera des deux grands types de messages, donc responsive et texte. Le CTA, c'est l'appel à l'action qui permet d'augmenter la conversion. Et ensuite, on parlera plus particulièrement du ciblage de vos destinataires. Le ciblage, c'est à qui vous envoyez le message. On va voir que c'est assez important de regarder précisément ce point, parce que c'est ce qui peut faire réussir ou pas une campagne emailing. Donc, dans la salle du webinar, au-dessus de la vidéo de présentation, vous avez deux boutons. Le premier, c'est pour télécharger le support. Donc, vous pouvez cliquer dessus, télécharger le support, donc vous allez recevoir le PDF. Ça vous permettra de voir les slides en plus grand. Parce que vous verrez, il y a pas mal d'exemples. On met pas mal d'exemples dans nos webinaires pour que ce soit le plus concret possible.
et vous pourrez les voir en plus grand en fait. Ce sera certainement plus visible. Et à côté, il y a un bouton, à côté donc de ce bouton télécharger la présentation, il y a un bouton pour prendre contact avec nous si vous souhaitez qu'on discute de vos projets de prospection. Donc voilà, si jamais vous n'arrivez pas à télécharger, demandez à Géraldine qui est dans le chat, elle vous aidera. Donc une rapide introduction. Donc je vais pas regarder en détail, hein, vous savez ce que c'est que l'emailing. En quelques mots, l'emailing, c'est le canal de prospection, le canal de marketing direct qui a le coût au contact le moins élevé. Ça veut dire que pour contacter une personne, c'est celui qui coûte le moins cher, comparativement à toutes les autres solutions de publicité ou de marketing digitaux, notamment les AdWords, les publicités en ligne, et puis le marketing direct offline, donc le phoning, le courrier papier. L'emailing, c'est celui qui coûte le moins cher. Il permet de personnaliser les messages qu'on envoie. Il est super rapide, puisqu'on peut contacter les gens instantanément. Il est assez flexible, on peut ajuster les volumes, ajuster les messages très rapidement. Et surtout, il est indépendant de toute plateforme. Ça veut dire qu'une fois que vous avez la liste de vos contacts, de vos prospects, de vos clients, vous êtes indépendant de toute plateforme pour pouvoir les contacter. Vous n'êtes pas dépendant de l'algorithme de LinkedIn, de Facebook, des plateformes de réseaux sociaux. Vous avez votre liste de contacts, elle vous appartient. Donc le premier point, c'est l'objet. Donc l'objet du message, c'est ce que les gens voient, c'est le titre du message, hein, c'est ce que les gens voient quand ils reçoivent le message. Donc l'enjeu de l'objet, c'est l'ouverture. Les gens ont quelques secondes pour décider s'ils vont ouvrir le message ou pas. Donc il y a des études qui montrent que c'est 3 secondes. Il faut qu'il soit assez court. On peut le personnaliser, on en parlera un petit peu. Euh, et on peut vraiment inciter les gens à ouvrir le message. Donc les règles à suivre, c'est qu'il soit relativement vague pour pas tout dire, pour susciter la curiosité. Il faut qu'il soit assez court, voilà, qu'il soit pas trop long, surtout qu'il dépasse pas sur certains clients messagerie, et éviter tout ce qui est spam words. Voilà, spam words, ça veut dire les choses trop promotionnelles. Je vous invite à regarder le replay de notre webinaire précédent, donc c'est l'avant-dernier. Il y a 3 leviers en fait dans l'objet pour avoir des bons objets. C'est la curiosité, l'urgence et soulever une problématique importante pour votre cible. Vous aurez tout en détail dans le premier webinaire si vous regardez le replay. En gros, là, j'ai mis des exemples. Donc, la curiosité, ça va être voilà, que faire en cas de facture impayée ou de mail sera trop tard. L'urgence aussi, donc ça, c'est des objets qui reprennent bien ces 3 leviers. Une problématique importante, les factures impayées, c'est important pour les entreprises. Fidéliser vos salariés également. Voilà, donc là, on a des objets qui fonctionnent assez bien, qu'on a repris dans les campagnes qui sont envoyées sur notre plateforme. Et voilà, on a des très bons taux d'ouverture là-dessus. Et pour la plupart de ces objets, les 3 leviers sont bien utilisés. Donc là, je vais pas refaire le premier webinaire pour ceux qui l'ont vu. On va parler d'autre chose sur les objets. C'est plus d'un mode d'emploi pour trouver le bon objet. Donc il y a plusieurs axes que vous pouvez explorer. Donc il faut faire des tests, hein. N'hésitez pas à faire des tests sur les objets. Quand vous avez un volume de contacts, vous pouvez très bien le segmenter en plusieurs parties, tester plusieurs objets et voir après coup lequel fonctionne le mieux. Donc questionner dans l'objet, ça c'est les objets du type question, vous n'arrivez pas à vous faire payer, comment motiver vos salariés. Ça permet d'impliquer le lecteur, d'attirer sa curiosité. Donc sous-entendu, il va trouver la réponse en ouvrant le message. Utiliser des chiffres, donc ça c'est des objets qui marchent très bien, notamment quand vous avez des messages à valeur ajoutée ou des messages un petit peu formatifs. 5 choses que vous devez savoir sur quelque chose ou la méthode en 6 points pour arriver à quelque chose. Donc ça, c'est en général pour du contenu éditorial à valeur ajoutée qui va apporter une solution à vos destinataires.
c'est très utilisé par les organismes de formation ou par les coachs, justement, parce que eux vont être un peu plus dans la valeur ajoutée. Ils vont apporter du contenu à leurs destinataires pour que les destinataires pensent à eux quand ils ont un besoin. Ensuite, utiliser un verbe d'action. Donc ça, c'est assez important. C'est valable aussi pour les appels à l'action, donc pour les boutons qui sont dans vos messages. Le verbe d'action, en gros, ça donne une ligne directrice, ça accompagne l'internaute dans son action. Donc, des exemples, comment simplifier la gestion de votre entreprise, la solution pour trouver de nouveaux clients, réduisez vos frais généraux. Donc, on a des verbes d'action, simplifier, trouver. Voilà, ça donne un aspect un petit peu plus dynamique à votre objet et ça incite l'internaute à passer à l'action, à ouvrir le message. Donc, l'urgence, on en a parlé juste avant. Dernier jour pour s'inscrire, dernier appel. Et le teaser, c'est l'idée d'offrir une opportunité à ne pas manquer. Donc en gros, c'est voilà, vous allez annoncer un événement. Donc ça fonctionne très bien pour les événements, pour les conférences, pour les petits déjeuners, pour tout ce qui est limité dans le temps. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, je regarde le chat et Géraldine regarde aussi. Voilà, vous avez réussi à télécharger le support. Voilà, vous voyez avec Géraldine si besoin. Donc dans l'objet, toujours, il y a la possibilité de le personnaliser. Donc, personnaliser l'objet, ça va permettre de faire croire à la personne, enfin, de faire penser à la personne que le message lui est destiné précisément, voilà, uniquement à elle. Alors, je vous conseille pas d'utiliser le nom-prénom, parce que ça a été fait pendant des années, ça fait un petit peu trois Suisses, enfin, c'est beaucoup utilisé en B2C. Les gens savent maintenant que voilà, le nom-prénom, c'est une personnalisation qui est souvent utilisé et qui est pas du tout un gage d'un message envoyé manuellement. Mais essayez de voir dans vos données, dans votre base de destinataires, quelles données peuvent être utiles pour la personnalisation du message. On a souvent la société, ouais, on a souvent la localisation, une personnalisation du type voilà, de nouveaux locaux à Toulouse pour la société Intel. C'est quelque chose qui va attirer beaucoup plus l'attention voilà, que juste le nom et le prénom. Et ça, voilà, ça explique un petit peu de quoi va parler le message et ça garantit que le message va bien être ciblé, que voilà, on est sur la bonne ville, on est sur la bonne société. Il y a un petit différentiel de 5% en général sur les taux d'ouverture entre les objets qui sont personnalisés et ceux qui ne le sont pas. Donc, en fonction des datas que vous avez dans votre liste, la plupart des plateformes emailing permettent d'utiliser les colonnes que vous avez en face de vos destinataires pour personnaliser le message ou votre objet. En tout cas, sur la plateforme Mediware, c'est le cas. Et n'hésitez pas à les utiliser, à faire des tests pour voir si ça augmente vos taux. Un petit détail sur la personnalisation, il vaut mieux ne pas en mettre que d'avoir une mauvaise personnalisation. Voilà, si vous avez une faute dans le nom de la société, si vous avez une faute dans le nom de la personne, il vaut mieux ne rien mettre du tout. Puis donc après la personnalisation, on peut parler des émoticônes. Alors, Géraldine me dit que certains n'arrivent pas à télécharger. Je vais vous donner le lien. Je vais vous donner le lien sur, ouais, c'est sur le site Ediware. Bah, Géraldine, tu peux demander à Chania de donner le lien. Ouais, voilà, et puis j'ai laissé mon mail s'il y a besoin. Ok. Donc toujours dans l'objet, les émoticônes ou les emojis, c'est les petits smileys qu'on peut voir dans les messages, dans les objets ou sur Internet, hein, tout simplement. Donc les emojis, l'intérêt, c'est que ça va capter le regard, ça va faire ressortir votre message dans la liste des messages que la personne a reçu. Ça donne un petit aspect convivialité, ça peut permettre de reconnaître votre marque. Il y a quelques limites. Bon, c'est pas adapté pour toutes les activités. Hein. Si c'est très corporate, voilà, ça fait un petit peu, voilà, ça peut ne pas faire très sérieux.
L'affichage peut être assez aléatoire suivant les environnements des ordinateurs de vos destinataires. Donc, il peut y avoir quelques légères variations en termes d'affichage. Sur certains terminaux, ça va pas être affiché. Bon, il y en a de moins en moins, mais sur les vieux Outlook, par exemple Outlook 2003, les emojis ne s'afficheront pas. Et bon, il y a d'autres alternatives comme l'utilisation des paramètres ou des crochets. Alors, ça a changé de... Voilà. Donc, j'ai mis un lien vers un article sur notre site. On a listé 650 emojis à utiliser sur vos campagnes emailing. Vous pouvez les utiliser aussi bien dans l'objet que dans le message. C'est des emojis qu'on a testés. Ils s'affichent bien quasiment partout. Et ça permet d'avoir une large gamme d'emojis à utiliser sur toutes les thématiques. Vous pouvez simplement les copier-coller dans votre plateforme emailing ou copier le code HTML si vous faites du HTML. J'ai mis des exemples là sur les emojis. Donc au niveau lisibilité, voilà, ça peut permettre d'appuyer ce qu'on dit, d'appuyer les mots importants dans l'objet du message. Ça peut permettre d'attirer l'attention en le mettant au début. Et la reconnaissance de la marque, si vous avez un emoji qui est particulièrement bien adapté pour votre nom de marque et que vous le remettez systématiquement à côté du nom de votre marque, sur votre site, dans vos emails, ça va permettre aux gens de vous reconnaître en un coup d'œil quand ils reçoivent un message de votre part. Les erreurs à éviter dans l'objet, donc tout ce qui est mot relatif à la gratuité, au régime, aux promotions aux promotions exceptionnelles, tout ce qui va être trop publicitaire. Voilà, tous les objets qui vont faire trop réclame. Évitez également de mettre les objets entièrement en majuscules. Et les signes monétaires, il vaut mieux marquer euro en entier que le sigle euro. Là, j'ai mis deux exemples d'objets. Bon, il y en a entièrement en majuscules. Bon, c'est un petit peu pénible. Ça fait vraiment. J'essaye de me démarquer, mais voilà, je mets tout en majuscules. Si on parlait, en fait, ce serait comme crier, d'écrire tout en majuscules. Et voilà. Et puis l'objet en dessous, lui qui passe en spam, parce que c'est vraiment de 0 à 5 000 euros par mois sur Internet. On est vraiment dans la promotion trop dure. Le pre-header, donc c'est une petite technique qui sert à augmenter l'ouverture du message. Le pre-header, c'est la petite ligne qui est tout en haut du message. Cette petite ligne, donc elle peut ou pas ne s'afficher dans le message, mais elle va s'afficher juste à côté de l'objet sur la plupart des environnements de messagerie. Alors, ce pre-header, si votre plateforme emailing ne le gère pas, ça va être tout simplement la première ligne du message. Et si elle le gère, donc sur notre plateforme, il y a une case en fait pour rentrer le pre-header. Donc on peut rentrer une phrase et cette phrase ne s'affichera pas dans le message. Elle s'affichera uniquement à côté de l'objet dans le volet de visualisation. Donc là aussi, attention au spam word, pas faire quelque chose de trop long, parce que sur mobile notamment, il n'y a pas énormément de place pour le voir. Ça permet encore d'utiliser les différents leviers de l'objet, donc de le compléter, de le personnaliser ou d'utiliser un second levier. J'ai mis des exemples là de pre-header. Donc ici, vous souhaitez obtenir optimiser votre production. Voilà, donc on a des objets, vous pourrez les regarder en détail sur le support et on a un pre-header en dessous. Donc vous voyez là sur ma messagerie, c'est assez long. Sur mobile, ce serait beaucoup plus court. Donc il faut utiliser le début optimiser au maximum le début, qu'on voit tout de suite de quoi ça parle. Les erreurs à éviter dans le pre-header, c'est ne rien mettre, donc laisser le lien miroir, laisser le lien de désabonnement ou paraphraser l'objet. Là, j'ai un exemple de message, je ne sais pas si vous voyez. On a l'objet et en dessous, on a si ce message ne s'affiche pas correctement, consultez-le en ligne. Bon, c'est dommage parce que c'est un espace dans la liste des messages reçus de la personne qui n'est pas exploité pour l'inciter à ouvrir le message. Voilà.
Donc, on a fini sur l'objet. On va parler ensuite des types de messages. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous invite à, voilà, à tester tout ce qui est pre-header, tout ce qui est émoticône dans les objets. C'est quelque chose qui marche assez bien. Voilà, ça permet vraiment de se démarquer. Et spécifiquement sur les émoticônes, c'est pas très utilisé en B2B et pourtant il y a un réel intérêt à les utiliser parce que ça, voilà, ça permet d'améliorer, au minimum d'améliorer la compréhension de l'objet en un coup d'œil. Les différents types de messages, il y a deux grands types de messages, les messages responsives et les messages au format texte. Donc là, il y a deux exemples sur ce slide. À gauche, c'est le message responsive. À droite, c'est le message texte. Les avantages des deux. L'avantage du message texte, c'est que ça va être très rapide à mettre en place. C'est un message un peu comme s'il avait été envoyé d'Outlook. Ça va être très rapide à faire. Vous avez juste à taper votre texte, à mettre une image éventuellement, une signature, un bouton, et en quelques minutes, c'est fait. Les avantages du message responsive, donc qui est à gauche, c'est que c'est très utile si vous avez quelque chose à montrer, quelque chose de visuel à montrer. Si vous avez des images si vous avez des images à mettre, si vous avez des produits à montrer, vaut mieux utiliser le message responsive parce que ça va vous permettre de présenter ça de manière structurée. Donc pareil, si c'est une newsletter de contenu à valeur ajoutée, si c'est une liste d'articles, un contenu éditorial, si la newsletter est assez longue, mieux vaut utiliser le message responsive. Par contre, c'est un petit peu plus long à faire. L'autre avantage, c'est que ça va s'afficher parfaitement sur tous les environnements de messagerie, que ce soit sur ordinateur, sur tablette, sur mobile. Vous aurez un affichage qui sera parfait en message responsive et qui sera peut-être un petit peu rétréci sur un message texte type Outlook. Le gros avantage du message texte, c'est que ça ressemble à un message envoyé à partir d'Outlook. Quand on reçoit un message avec bonjour, du texte, une signature, contrairement à un message très graphique, on est obligé de le lire. On est obligé de regarder de quoi ça parle parce que visuellement, il ressemble à un message envoyé par un client, par un collègue. On risque de rater une information si on le supprime sans le lire. Voilà, donc toujours tester les deux. La plupart des plateformes emailing proposent les deux. Donc nous, on a les deux versions, un message texte avec un petit éditeur qui ressemble à celui d'Outlook, qui permet quand même de mettre des images, qui permet de mettre des liens, de la mise en forme, éventuellement des tableaux, avec un éditeur qui ressemble vraiment à un mini Word. Et on a un éditeur responsive qui permet de concevoir son message HTML qui va bien s'adapter à tous les environnements de messagerie et qui va permettre de le créer très facilement, drag and drop, en bougeant ses blocs à la souris. On propose également des templates. Donc, il y a une centaine de templates qui permet de commencer très rapidement sur quelque chose de visuellement abouti et de modifier le contenu. Il y a une question de Diane là sur le pre-header. Donc sur le slide, il y a marqué 40 caractères. Alors 40 caractères, en fait, c'est le nombre de caractères garantis où ça va s'afficher correctement partout, en entier partout. Maintenant, effectivement, sur les environnements de messagerie où le pre-header est plus long, où il y a plus de place pour le pre-header, il va y avoir la suite du message. Donc oui, vous pouvez mettre une phrase un petit peu plus longue, mais c'est le début qui va compter. Et la question de Martial, est-il indispensable d'avoir un site web ou une landing page peut suffire? Idéalement, il vaut mieux avoir un site internet pour envoyer du trafic vers votre site internet. Accessoirement, les gens peuvent l'ajouter à leur favoris donc, et y revenir plus tard. Si vous n'avez pas de site, une landing page peut suffire. Donc nous, sur la plateforme emailing, on peut créer des landing pages. Une landing page, en fait, c'est la page d'arrivée. C'est sur quoi vont être redirigés les internautes. Donc ça peut être du Calendly, enfin, ça peut être une page Calendly, ça peut être un formulaire type Typeform. Ça peut être une landing page avec un formulaire de contact et du contenu. Donc ça, c'est une landing page classique.
qu'on peut faire sur la plateforme emailing ou sur des services spécialisés. Et sinon, le site Internet. Donc, le site Internet, je vous conseille de mettre plusieurs liens vers votre site Internet. Euh, Vous avez au minimum 3 liens. Un lien vers la page d'accueil, un lien vers la page contact et éventuellement un ou plusieurs liens vers les pages produits spécifiques. N'hésitez pas à mettre plusieurs liens vers votre site Internet dans votre message. Et le bouton contact, le CTA, c'est-à-dire le bouton d'appel à l'action principal, doit être vers votre page contact. Idéalement, ce serait de pré-remplir le formulaire de votre site Internet avec les informations que vous avez dans votre base de destinataires. À minima, vous pouvez remplir l'adresse email. En général, vous pouvez aussi remplir le nom de la société, voire le prénom et le nom. Voilà. Plus vous enlevez de friction pour remplir le formulaire, moins vous aurez de déperditions, donc plus vous aurez de leads. Donc, sur l'appel à l'action, spécifiquement, l'appel à l'action, donc le bouton d'appel à l'action pour passer à la suite, le bouton qu'il y a dans le message. Les axes, c'est que il doit être visuellement bien séparé du reste du message. Donc, ça peut être avec du gras, avec une autre police, un contraste de couleurs. Le texte doit bien définir ce qui va se passer après, c'est-à-dire pourquoi ils doivent cliquer, qu'est-ce qui va se passer s'ils cliquent sur le bouton. Il doit être positionné au-dessus de la ligne de flottaison, ça veut dire que quand la personne va ouvrir le message, il faut qu'il voit ce bouton d'appel à l'action, même si les messages sont dans un volet de visualisation qui sont sur le tiers de son écran. Donc il faut que le premier bouton d'appel à l'action soit assez haut. Et enfin, pour attirer l'attention, vous pouvez essayer les gifs animés, c'est quelque chose qui marche assez bien. Donc, pas un gif animé type arbre de Noël, mais voilà, une flèche qui bouge, ça peut faire la différence. Les enjeux donc de l'appel à l'action, ça va être la conversion, hein. Ça va être le fait que que les gens qui ont ouvert le message passent à la suite, remplissent le formulaire, prennent connaissance de votre offre. Les conseils importants pour l'appel à l'action. Donc, j'ai mis des exemples là, sur cette page. Ça va être toujours utiliser un verbe d'action. Donc là, on voit je compare. Vite, je demande une démo. Donc, pareil que pour l'objet, utiliser un verbe d'action. Faire un texte assez court, hein, bien sûr, ça peut pas être un bouton de 3 km de long. Au-dessus de la ligne de flottaison, donc là, on le voit dans ces deux messages, il y a un CTA, un bouton qui est assez haut. Et éventuellement, utiliser les leviers qu'on a dans l'objet, hein, le jouer sur l'urgence, vite, je demande une démo. C'est des choses qui peuvent assez bien marcher. Vous voyez, sur ces deux messages, visuellement, ils sont très séparés du reste du message. Voilà. Aussi bien au niveau couleur que de la police. Voilà. Et le texte est beaucoup plus gros que sur le reste du message. Donc, on les voit vraiment assez bien. Voilà, donc sur l'appel à l'action, là aussi dans l'avant-dernier webinaire, si vous téléchargez le replay ou le support, vous verrez, il y a pas mal d'infos sur l'appel à l'action. Voilà, on vous donne des exemples et puis des astuces pour augmenter la conversion. Là encore, pour l'appel à l'action, n'hésitez pas à faire des tests. Si vous avez un doute, vous pouvez faire 2 versions de votre message en testant juste une différence sur l'appel à l'action et voir si vous avez des différences. Alors, je préconise pas d'utiliser l'A/B testing. Sur les plateformes emailing, en général, il y a de l'A/B testing. Ça permet de faire 2 versions du message, de commencer sur 10% de la liste, les 2 versions, et ensuite d'envoyer sur le reste de la liste la version qui a le mieux marché. En B2B, ça marche pas très bien, tout simplement parce que on n'est pas sur des volumes qui sont énormes. On est souvent sur 2000, 3000, 5000 envois. Si on teste sur 10%, ça va faire 20 contacts, 30 contacts, 50 contacts. Ça va pas être suffisant pour avoir des statistiques fiables et déterminer de manière fiable quelle est la meilleure version. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'alterner suivant vos campagnes. Voilà, vous faites une première campagne sur 5000 contacts avec une version, une deuxième sur l'autre version, et après coup, en attendant suffisamment de temps pour que les statistiques soient stabilisées, vous regardez quelle est la version qui a le mieux marché.
et vous l'utilisez pour la suite. Et enfin, la liste de contacts. Alors, la liste de contacts, ça va être le ciblage. Le ciblage de vos contacts, c'est qu'est-ce que vous mettez dans votre liste. Alors, sur votre liste de contacts, sur votre liste de prospects, déjà, le meilleur conseil, ça va être de supprimer les inactifs. Il y a les gens qui n'ouvrent jamais vos messages, qui n'ouvrent jamais vos contenus, qui ne cliquent jamais. Supprimez-les au bout de 6 mois, au bout d'un an, suivant la fréquence d'envoi de vos campagnes. Ça va permettre déjà d'envoyer que des mails utiles, donc de baisser vos coûts d'envoi. Et d'autre part, ça va augmenter votre délivrabilité. Parce que les fournisseurs d'accès, les fournisseurs de messagerie vont voir que vos messages ouvrent bien, vos campagnes cliquent bien, et ils vont privilégier les campagnes qui ont un trafic de qualité. En fait, une campagne qui a trop d'inactifs, qui a un mauvais taux d'ouverture, si jamais en parallèle il y a des plaintes pour des signalements comme spam, elle va avoir tendance à être pénalisée beaucoup plus vite. Donc supprimez vos inactifs. De la même manière, ciblez les prospects qui sont le plus concernés par vos messages. Donc si vous avez une liste de, voilà, par exemple 20 000 prospects, que vous envoyez une campagne sur une thématique bien précise, demandez-vous quelle est la partie de ma liste de prospects qui va être la plus intéressée. Ça ne sert à rien d'envoyer un message à une personne qui n'est pas concernée par une thématique spécifique. Donc, ciblez les prospects les plus concernés et ensuite, vous pouvez envisager donc l'achat ou la location d'une liste de contacts. Donc, il y a l'achat d'une liste de contacts, ça veut dire que vous achetez un fichier, vous récupérez un fichier Excel, il est à vous, vous pouvez l'exploiter voilà, pour envoyer vos campagnes sur votre plateforme emailing. C'est une solution idéale quand vous avez une cible qui est très restreinte. C'est-à-dire, si vous avez une cible restreinte géographiquement ou sur une thématique bien spécifique, vous pouvez acheter une liste de contacts, ça va vous permettre de l'exploiter au maximum et de générer des leads sur cette liste. Si au contraire, vous avez une thématique qui est assez vaste, par exemple une agence de communication, elle s'adresse pas spécifiquement à une activité. Elle va s'adresser à tout type d'activité, éventuellement sur toute la France. Et là, elle va devoir tester des cibles, tester des localisations pour voir ce qui fonctionne pour elle. Et là, elle va pas pouvoir acheter. Il vaut mieux qu'elle loue une liste de contacts pour pouvoir changer de cible très régulièrement. La location d'une liste de contacts, voilà, c'est le contraire de l'achat. Vous n'avez pas accès aux adresses email. En général, c'est routé par un tiers confiance ou sur une solution qui est dédiée à ça. Donc, nous, on le propose. On met à disposition une plateforme emailing avec une liste de contacts où vous avez accès à l'ensemble des critères, mais pas les adresses email. Donc, vous pouvez envoyer des campagnes dessus, vous récupérez les adresses email des gens qui sont intéressés, mais vous pouvez bénéficier d'un tarif de location en étant autonome. Et enfin, sur votre ciblage, donc si vous faites de l'achat ou de la location, alors là, c'est assez peu lisible sur l'écran, je suis désolé, faut regarder sur le support. Quand vous faites une location ou un achat, réfléchissez bien aux critères. Donc, le premier critère, en général, c'est la zone géographique. Voilà, quelle zone vous souhaitez cibler. Le métier. Donc, le métier, c'est si vous faites du nominatif, est-ce que c'est les dirigeants, est-ce que c'est les responsables, est-ce que c'est la direction générale, les commerciaux, le marketing. Voilà, à quel contact vous allez vous adresser dans la société. Et enfin, l'activité. Donc, en général, c'est le code NAF. Le code NAF, c'est un code d'activité qui est associé à chaque entreprise et qui permet de savoir ce qu'elle fait. Donc, des codes NAF, il y en a 800. Donc, vous pouvez rechercher par mots-clés pour savoir lesquels sont intéressants. Et si vous ne savez pas par quoi commencer en termes de ciblage d'activité, un bon conseil, c'est de regarder votre base client et de regarder quelles sont les activités les plus représentées. Vous pouvez éventuellement la syrétiser, votre base client, comme ça vous aurez les codes NAF de tous vos clients et vous pourrez voir s'il y a des codes NAF qui ressortent. C'est toujours plus facile, plus rentable de contacter d'autres entreprises qui ressemblent à des clients que vous avez déjà que d'essayer de faire des tests sur des ciblages que vous ne connaissez pas. Voilà, donc
sur le support, vous avez aussi un lien vers la partie data. Ça vous permet de faire des tests pour voir ce que nous avons comme potentiel sur votre cible, voilà, sur votre ciblage. Voilà, donc je vais passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait pas mal sur le support. Vous verrez, il y a également un livre blanc qu'on propose pour aller plus loin sur la partie prospection par email et un point sur la législation. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions sur les. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment de demander dans le chat. Si vous, voilà, si vous avez des besoins voilà, si vous avez un projet de prospection, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, sur les gifs animés, il y a pas mal de questions. C'est assez compatible avec les solutions de messagerie si vous utilisez des emojis qui sont en HTML, en fait, c'est-à-dire qui sont dans le format HTML. Si vous faites des copies d'emojis sur Internet sans regarder dans quel format ils sont, effectivement, il peut y avoir des problèmes. Dans la plupart des cas, en prenant des emojis HTML, ça va fonctionner. Euh, on a, on a fait un article là-dessus, je vous le mets dans le chat. On a mis 650 emojis HTML qui fonctionnent bien, voilà, qui sont classés par thématique. Voilà, regardez, en faisant un copier-coller des emojis qu'on propose, normalement, vous aurez des bons résultats. Ensuite, sur les gifs animés, alors effectivement, ils ne sont pas toujours pris en compte. Il y a deux cas de figure. C'est soit il est pris en compte et l'image bouge. Ça fonctionne sur tous les webmails. Ça fonctionne sur pas mal de logiciels de messagerie. Ça ne fonctionne pas sur la plupart des Outlook. C'est la première image qui va s'afficher. Il faut juste en avoir conscience. Si vous faites une flèche qui bouge, il faut juste que sur la première image de votre GIF animé, la flèche soit visible et dans une position correcte. C'est-à-dire que les gens qui ont un logiciel de messagerie qui ne prend pas en compte les GIFs animés vont avoir une flèche fixe et les gens qui la voient vont avoir la flèche qui bouge. Pareil, si vous faites un GIF animé un peu plus complexe avec une image complètement animée, faites juste attention que la première image soit intelligible. Voilà, et là, vous n'aurez pas de surprise, vous aurez un GIF animé qui va fonctionner dans tous les cas. Pas mal de téléchargement des images, il y en a pas vraiment, il faut que ce soit le plus petit possible. Un GIF animé, effectivement, si c'est une photo, ça fait rapidement 200 kilos, 300 kilos. C'est pas très gênant maintenant avec le haut débit. Vu que les images sont en téléchargement, ça n'alourdit pas le message réellement. Donc, il n'y a pas vraiment de conseils sur le poids. Donc, le site sur les emojis, je vous l'ai donné. Et un bon taux d'ouverture. Donc, le dernier webinar, si vous regardez sur notre chaîne, c'est sur les stats, justement. Donc, on parle que de ça. Un bon taux d'ouverture en B2B, en prospection, ça va être entre 10 et 20%. Voilà. En dessous de 10%, c'est qu'on a un problème de ciblage ou d'adéquation offre-cible. Et au-delà de 20%, on commence à être sur des très bons taux. Pareil sur les taux de clics, donc le taux de réactivité, le nombre de gens qui ont cliqué par rapport au nombre de gens qui ont ouvert doit être aux alentours de 10%. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les adresses. Le lien de test pour les adresses. Vous pouvez préciser, Franck? Je vois pas trop ce que c'est. Où peut-on louer des contacts? Donc, je vous mets notre site qui est dédié à la data. Vous pouvez vous inscrire, c'est Data Prospect. Ça permet de vous ouvrir un compte gratuitement. Vous pouvez faire un ciblage sur vos besoins, enfin, activités, localisation, taille salariale. Et ça va vous permettre de savoir exactement combien d'adresses on a. Donc, vous verrez par défaut, c'est des tarifs à l'achat. Mais on a une solution en location qui permet de louer
pour un coût largement inférieur, bien sûr, des contacts, d'envoyer des campagnes emailing dessus et de changer aussi souvent que ce dont vous avez besoin. Le prix moyen pour une campagne standard, alors, il y a de tous les prix, en fait. Ça, vraiment de tous les prix sur le marché. Nous, on propose une offre de prospection, enfin location plus routage à 157 euros par mois. Ça permet de faire des tests déjà sur un volume de contact intéressant et voilà, de voir si sur votre activité, ça peut générer des retours. Voilà, sur la plupart des activités qui sont pas ultra concurrentielles, on a souvent des très bonnes surprises avec l'emailing. Votre plateforme. Alors, si vous avez déjà votre plateforme emailing, alors vous pouvez pas. La location, en fait, c'est comme ça que ça marche avec les partenaires de production de data. C'est qu'en location, le client final ne doit pas avoir accès à l'adresse email. Donc, soit c'est une plateforme qui permet de louer des fichiers en aveugle. Donc, il y en a peu, la note le fait, il y en a relativement peu. Soit vous allez devoir passer par un routeur tiers confiance qui va envoyer la campagne pour vous. Et donc là, bon, ça peut être nous, ça peut être votre routeur s'il est à la DMA, en fait. C'est le syndicat des acteurs de la communication directe qui peut œuvrer en tant que tiers confiance pour faire votre campagne en location. Alors d'expérience, la plupart du temps, il vaut mieux prendre une offre comme la nôtre, enfin, location plus routage, ça reviendra moins cher que la prestation globale. Euh, alors les listes qu'on propose fonctionnent uniquement sur notre plateforme en location, oui, enfin, sauf tiers confiance, et elles fonctionnent sur toutes les plateformes emailing en achat. Voilà. Enfin, vérifiez juste que votre plateforme emailing permet d'utiliser des fichiers qui n'ont pas été collectés via votre site. Voilà, il y en a certaines qui sont assez strictes là-dessus. Mais techniquement, oui, si on vous donne les adresses email, vous pouvez vous les envoyer comme vous le souhaitez. Une question de Fabrice sur est-ce qu'il vaut mieux passer par un email builder ou tout construire en HTML? Maintenant, je pense qu'il vaut mieux passer par un email builder. Parce qu'en fait, la construction en HTML est de plus en plus complexe en responsive. Les email builders qui sont utilisés par les plateformes emailing ont été testés sur des milliers de messages, sur une centaine d'environnements de messagerie à chaque fois, pour s'assurer justement que le code est parfait et surtout parfaitement pris en charge par les environnements des destinataires. Si vous faites une construction en HTML, donc déjà, si c'est vraiment du responsive, vous allez mettre un temps fou. Et ensuite, vous avez peut-être testé sur 3-4 environnements, mais pas forcément sur tous. Donc, oui, on vous conseille d'utiliser un email builder. Ça, pareil, hein, vous pouvez tester chez nous. Enfin, vous verrez le temps que vous pouvez gagner. Voilà, c'est assez impressionnant. Nous, enfin, on existe depuis 2000. Pendant des années, on avait des prestations en fait d'intégration de messages au format HTML. Et même notre équipe est passée sur un email builder parce que le résultat est plus fiable. Donc, hors cas particulier, on passe nous aussi sur un email builder. Emailing vs LinkedIn, pour la prospection, c'est deux choses différentes en fait. Enfin, l'emailing, vous êtes totalement indépendant, c'est vos adresses. Voilà, vous êtes indépendant de toute plateforme. Alors je dis pas que LinkedIn n'est pas bien, mais si vous basez toute une stratégie de collecte de prospects sur LinkedIn, vous êtes complètement dépendant de. C'est-à-dire que le jour où ils changent leurs algorithmes, le jour où ils augmentent leur coût de publicité, vous êtes pieds et poings liés. En emailing, quand vous avez votre liste de prospects de clients, vous changez de prestataire quand vous voulez. Vous êtes totalement indépendant, vous êtes chez vous, entre guillemets. Et pareil, mon LinkedIn, ça devient de plus en plus concurrentiel aussi. Et ça ne touche pas tout le monde. Hein.
Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout sur LinkedIn. Bon, la plupart des gens ont un profil, mais moi je vois sur le mien, je lis pas les messages parce que c'est justement que de la prospection et pas très bien ciblé en plus. Au niveau RGPD, c'est le fournisseur qui gère ces aspects-là, effectivement. Donc sur le support, vous avez une partie législation, justement, qui explique un petit peu comment ça fonctionne. En France, vous avez le droit de contacter un professionnel sans son consentement par email, à condition que votre mail soit en rapport avec son domaine d'activité. Concrètement, vous vendez du matériel médical à des dentistes, vous pouvez leur envoyer un mail sans qu'ils aient rien demandé. Par contre, vous pouvez pas leur envoyer un mail pour leur proposer des vins ou des voyages de luxe parce que ils ont de l'argent. Là, vous êtes hors cible. Donc, au niveau RGPD, en fait, le RGPD n'a rien changé sur la partie prospection B2B. Elle a changé des choses au niveau des conditions de tenue de vos registres et de voilà, la gestion des données personnelles dans votre entreprise. Mais elle n'a pas dit du jour au lendemain, vous n'avez plus le droit de contacter un professionnel sans son consentement. Ça, ce n'est même pas mentionné dans le texte. Donc voilà, donc c'est aussi, hein, vous pouvez voir sur le support, il y a un lien vers le site de la CNIL qui explique ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Passer par l'email builder, donc ça, je l'avais vu. Ok. Donc, je vais rester un petit peu là dans le chat. Je vais juste bientôt couper la diffusion pour pas que le replay soit trop long. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, email, téléphone, c'est sur le support. Donc, Zineb, le nombre de CTA, au moins un, forcément, en début de message, si votre message est court. Ensuite, si votre message est relativement long, idéalement, il en faut un par écran. Voilà. Vous voyez, sur le support, je crois que j'avais mis des exemples. Vous voyez, celui de droite est assez long, en fait, en réel. Il fait au moins 3 pages écran. Il y a 3 CTA dessus. C'est-à-dire que quand on scrolle, on doit retomber sur un CTA quand celui d'au-dessus disparaît, sur une résolution d'écran normal. Voilà. Le replay sera disponible, hein, pendant un mois sur le site Webikeo. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Si vous n'avez pas reçu le support, vous pouvez me le demander, je vous mets mon mail. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Et voilà. Bon, bah, très bien. Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir été présents aussi nombreux. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne, à suivre notre chaîne pour être au courant des prochains webinaires. On en fait un par mois. Et regardez éventuellement les replays. Voilà, si vous voulez voir nos contenus sur la partie statistique, donc c'est le deuxième, ou sur la partie message, c'est le premier. Donc ouais, il y en a pas mal d'autres, mais je pense que les replays sont plus disponibles. Et je vous souhaite une bonne journée.